Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on fait la routine habituelle, routine qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire analyse technique fondamentale et analyse de liquidité sur Bitcoin, Ethereum et sur les altcoins dans leur globalité, à savoir le Total 3. On m'a demandé une analyse de Solana, donc si on a le temps, on fera peut-être une analyse de Solana, on va dire moyen long terme. Et voilà, c'est parti pour l'intro. Alors, la structure c'est assez simple. Si on doit tenir le momentum actuel, donc la ligne de tendance qui est là, on va dire qu'une petite correction sous les 118 serait de bon augure. Si jamais on doit réellement essayer de, comment dire, respirer après cette jolie poussée et prise de liquidité, vous voyez ici cette mèche qui annonce plutôt un retrait, et pourtant on est en train de retourner à l'intérieur, donc attention à pas forcément que ça soit pas forcément une zone de respiration qu'on avait donnée en disant regardez ce niveau daily ici. À partir du moment où on l'aura hard closé, c'est-à-dire qu'on aura fait un corps de bougie entier en time frame daily au-dessus de ce niveau, on peut peut-être considérer qu'on n'est pas juste dans une prise de liquidité. Donc ça c'est un peu notre critère d'aide à la décision graphique pour dire qu'en fait on n'est pas en train de se faire rejeter sur la zone et que cette mèche était un peu du flanc, à l'inverse de celle-ci qui n'était pas du tout du flanc. Donc cette mèche ici de rejet était un peu du flanc et qu'on va peut-être pouvoir faire des nouveaux ATH tout en gardant et en préservant le momentum qui est là. Si jamais on perd ce momentum là et que effectivement on n'arrive pas à clôturer le daily dont je parle, personnellement je vois bien, et ça fait un petit moment, un retest du flag en fait sur la zone à peu près des 115 000. Je trouve que ça serait intéressant de sortir en fait les longueurs retardataires qui sont dans ce mouvement là. Vous voyez que le momentum n'est pas non plus incroyable et éventuellement de ressourcer à 115 000, 115 100 pour repartir. Aucune certitude que c'est ce qui va se passer. Et pour le moment, vous voyez qu'on est plutôt en train d'essayer de hard closer ce niveau-là avec des très belles news sur la crypto actuellement, la crypto week, et toutes les régulations qui est en train de sortir, toutes ces choses-là, c'est plutôt pas mal. Et puis surtout, le pivot de la Fed qui est en train d'arriver à grands pas et le marché qui est en train de le pricer. Ici, on le voit également, ce pivot sur Ethereum contre Bitcoin. Voyons voir un peu ce que c'est que cette trend de jaune là qu'on a sous les yeux et un petit peu ce que ça donne en weekly. Alors en weekly, oui. En weekly, la trend de jaune qui est ici est la trend la moins agressive de toutes, d'accord? Si on arrive à casser cette trend de jaune, il faut bien comprendre qu'on casse toute la tendance baissière. On la casse pas réellement, mais on casse le momentum de la tendance baissière. Vous voyez qu'il y a une sorte de parabole qui s'est créée. Ici, j'avais une parabole, c'est littéralement ça. Vous le voyez que j'avais une ligne de tendance qui s'est accélérée, qui ensuite s'est encore accélérée, une parabole vers le bas, malheureusement pour ceux qui holdaient plus du Ether par rapport au Bitcoin. Mais ici, venir à casser finalement à l'instant T, cette trend, elle se trouve à peu près sur 0,40, 0,41, nous annonce quoi? Nous annonce un probable retour au point pivot entre ces droites. Retour au point pivot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors j'ai déjà beaucoup expliqué toutes ces choses-là, mais ça veut dire qu'on peut tabler 0,57. Si on passe 0,41, 0,041, on peut tabler 0,57 sans aucun problème, parce que c'est le point pivot entre les trends qui viennent à former cette fameuse parabole. Et ensuite, le rendez-vous suivant sera d'abord sur la trend rouge qui est ici. Alors désolé, la charte est un peu chargée, je pourrais d'ailleurs en enlever une bonne partie. Ici, il y a des choses qui sont un peu vieilles, mais il y a une trend rouge, je ne sais pas si vous la voyez, qui se trouve là, qui est la moins agressive des moins agressives, le tout début de la parabole. J'ai parlé de la orange là, mais excusez-moi, c'est la rouge en fait. Trend de rouge qui, pour le coup, elle est très vieille. Si je ne me trompe pas, ouais, on peut dire ça. On peut dire qu'elle prend sa source en 2017. Vous le voyez avec ici toute cette jonction un peu distributive, d'accord? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on aura sur EtherBTC? On aura une forme de triangle, une forme de compression avant éventuellement de repasser vers le haut. Bon, on comprenait bien que si on arrive à passer les 0,080, il y a des bonnes chances que la capitalisation d'Ether surpasse celle de Bitcoin. Mais pour le moment, ce qu'on a sous les yeux, ça reste une tendance baissière. Il ne faut pas du tout s'enflammer. Attention, tout cela est très baissier. Vous avez parfois des recoupements haussiers au sein même de tendances baissières, donc il faut faire très attention. Bien sûr, cela dit, au niveau du pivot qui est en train de se préparer, on peut dire que pour le moment, ça sent plutôt bon. Quand je regarde le momentum, vous voyez que, on parlait tout à l'heure de quand vous avez un momentum qui s'accélère, et du coup, vous avez une parabole.
Et là, c'est peut-être ce qui est un petit peu en train de se faire. Ce qu'il faudrait, voilà, c'est pas trop perdre cette notion un peu de tangente qui s'accélère comme ça, d'accord, pour avoir une jolie bougie et éventuellement casser, comme je le disais, 0,041 hein, si on le fait sur les zones actuelles. On a quand même des figures ici qui nous annoncent, enfin en tout cas pour moi, hein, un retour au 0,080, le 0,080 étant la résistance historique, résistance qui date depuis 2018 sur Ethereum. Ethereum n'a jamais surperformé Bitcoin depuis cette période-là, puisque c'est en fait la prise de sang, c'est le début d'une forme de tendance baissière. Et vous voyez que j'ai pas parlé de tendance baissière littéralement ici, parce qu'on n'a pas vraiment perdu les 0,016. On s'en est approché, mais il n'y a pas vraiment. J'ai plutôt parlé d'une compression, parce que pour le moment, et il se pourrait que ici on fasse ça, il n'y a aucun problème avec ça, d'accord, ok, ça c'est pas du tout un souci, si on continue ce qui se passe depuis 2018, et ce serait même peut-être quelque chose qui serait d'une certaine forme de la logique, que ça soit au départ de ici, là, ou que ça soit au départ de ici, donc on a parlé 0,040 en gros et 0,050, qui sont les deux prochaines targets sur Ether BTC, et ben on n'est pas à l'abri de continuer cette fameuse tendance baissière, à savoir je fais un bas, je fais un plus bas, je fais un plus haut qui est moins haut que le précédent, je fais, pour le moment on sera au milieu donc du coup de cette tendance, un sommet moins haut également, hein. Ici j'aurais respecté le momentum de la rouge pour finalement faire un nouveau plus bas. Pour le moment c'est très haussier et c'est très bien, et bravo à ceux qui sont exposés sur Ether. Ce que je veux dire par là juste c'est restons prudents. Et il y a des moments où, personnellement, moi, autour des 5003, et ça dépendra où on est Bitcoin à ce moment-là, mais où, moi, personnellement, je vais quand même, sortir un petit peu d'oseille de cette histoire-là, histoire d'être tranquille et de dormir peinard. Ether, à long terme, on va pas trop regarder, parce que c'est un peu le même délire. On a cassé une distribution, et ça, c'est plutôt joli. Pas de nouvelle ATH pour le moment, on n'est pas très loin, hein, 4678, on doit être à peut-être 5 ou 6%. On a des targets ici qui nous appellent au 5003, donc il y aura probablement une nouvelle ATH sur Ethereum. Ce qu'il faut vraiment, je pense, c'est invalider une grosse flat là, hein, pour le coup. Donc il ne faut pas temporiser sur l'ATH, il faut garder le momentum actuel, le passer, aller vite au 5003, mais voilà, que cette zone-là ne soit pas distributive et qu'elle soit plutôt une zone de cassure avec beaucoup de force, d'accord. Donc pareil, je dirais prudence sur les ATH, ce sont toujours des zones de rejet. Ici, vous voyez que par deux fois, ça a distribué fort entre la zone des 4000, pardon. Ensuite, 4007. Ici, à nouveau, on a distribué, à nouveau distribué, à nouveau distribué. Ici, ça passe comme papa dans maman et on short squeeze probablement des trades de position, encore que je doute qu'il en reste. Parce que, entre-temps, le funding a dû quand même coûter un peu cher. Mais voilà. Voilà un peu l'idée. Du coup, le total 3, le total des altcoins, et puis ensuite on fera vite fait une analyse technique sur Solana encore une fois. Là pour le coup c'est bien, ça se reprend bien, ça a tenu le support qui est là, ça casse la distribution, rien de nouveau à dire sur le total 3. Pour moi on n'est pas encore en all season au sens où c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que... Alors bien sûr, il faut être exposé sur les alts, au sens où c'est des endroits qui sont relativement sexy. Comme ceci. C'est des endroits qui sont relativement sexy. Maintenant, j'ai rien de haussier là-dedans, d'accord. C'est un petit peu la même chose. Là où ça peut être sympa, c'est si jamais, au niveau des alts, on arrive à s'affranchir de ça. Donc, on aura une épaule tête-épaule inversée qui nous donne finalement une inversion de tendance. Cette inversion de tendance pourrait nous donner une inversion de tendance plus importante. Là, vous comprenez que c'est pareil. J'ai rien de haussier là-dedans. La suite logique, ça serait de faire un plus bas. Mais si on arrive à casser ça, j'ai mon inversion au travers de quelque chose de plus gros, épaule tête épaule inversée, qui se trouve là. Et du coup, les targets sont beaucoup plus importantes, d'accord. Donc une petite structure de retournement dans une plus grande structure de retournement. Tout cela n'est que potentiel. Tant qu'on n'a pas passé les 21,6, 22%, pour le moment, on reste en tendance baissière. Mais il y a des choses très encourageantes sur toutes ces structures-là. Je dirais que si on valide la première, on a des chances de valider la deuxième. Et vous voyez qu'on est au contact là sur la première, d'accord. On est le TE est légèrement enfoncé. Sous-entendu, elle est comme ça, d'accord. Elle est un peu penchée. C'est pas un problème du tout tant qu'elle n'est pas comme ça, d'accord. Enfin voilà, vous pouvez avoir des pentes sur les ETE, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ici c'est une épaule tête-épaule quasi en correction, hein, vous voyez, c'est pas une fin de structure.
cette épaule inversée, mais elle est propre, elle est plutôt jolie, je trouve. Si on arrive encore une fois à casser, là, à ce stade, en petite target 21-2, c'est direction quoi? Direction assez facilement, disons, d'une manière, dans le retournement de la structure, direction assez facilement le 4 heures qui est ici, qui est une résistance 22,6. Ce faisant, on déclenche quand même une target, quelque chose d'intéressant, puisque, encore une fois, on crée une ETE plus grande. Je rappelle que la première target est là, qui elle-même aurait sa cassure, pour éventuellement derrière avoir une target plus haute, et là, donc du coup, une vraie alcool season, hein, pas un truc de pacotille. Mais voilà, en gros, ici, on l'avait probablement déjà montré là. Mais globalement, ça nous enverrait 26%, qui est d'ailleurs, c'est sans doute une coïncidence, mais la prochaine résistance, d'accord? Donc tous les niveaux, on les a sous les yeux. Globalement, je dirais que si on passe 21,6, on va peut-être assez facilement se retrouver à 29, ce qui serait plutôt propre et plutôt sympa. 29, ça vous donne des jolis multiples, hein, sur les altcoins. Il n'y a pas de souci avec ça. Et sachant que 29 déclenche d'une certaine manière, déclenche sans vraiment déclencher, mais vous l'avez compris ici, faut pas voir les choses que en mode 27, pardon, j'ai dit 29. Faut pas voir les choses que en mode, si ça déclenche ça, donc ça déclenche ça. Faut faire attention à ça, j'en ai déjà parlé auparavant sur la chaîne, mais voilà, cette idée éventuellement de sortie de range ici, parce qu'on se balade dans ce range depuis un bon petit moment, et donc sortie de range égale retour sur la borne haute qui est là, à savoir 28-29 déclenche 37, hein, d'une certaine manière, mais encore une fois, voilà, c'est pas des certitudes, mais l'un dans l'autre, l'un après l'autre, c'est un peu comme des poupées russes, des matrioshkas. On les sort les unes des autres, et puis petit à petit, on va chercher un peu le Graal. C'est-à-dire un range global sur l'alcool dominance qui, à chaque fois, se balade entre 37 000 et 19%. Le risque monstrueux, c'est celui-là, c'est-à-dire de sortir du range vers le bas et d'aller revisiter les niveaux comme on avait pu avoir. C'est-à-dire cette grosse déviation ici sous le range, d'avoir un range qui soit créé, qui soit plutôt celui-ci, hein, dans son ensemble, c'est-à-dire A, B, C, 12%. Je reviens sur le crash Covid. Bon, pour le moment, c'est bien, on tient le support qui est là, et on a l'air de vouloir réintégrer le flag qui était ici, donc du coup, pour le moment, on vise plutôt ça, et c'est plutôt propre. Surtout que le fondamental va avec, on n'est pas dans un moment où l'économie américaine nous dit qu'elle va aller dans une récession totale. Je dis attention aux mid-terms, moi, c'est-à-dire, c'est novembre 2026, les mid-terms, hein. Enfin, un truc dans le genre, je pense. Là, il faudra faire gaffe. Donc on passe sur le fondamental. On va faire gaffe parce qu'en fait Trump commence à perdre un peu sa base électorale MAGA et une partie des républicains du coup aussi, en sortant pas les fichiers Epstein, etc. Il a tergiversé sur pas mal de choses. Il y a des choses qu'il avait dit qu'il ferait et qu'il est en train de faire, ça il n'y a pas de souci. Il y a des choses qu'il avait dit qu'il ferait et qu'il ferait pas du tout. Notamment les P. Diddy, les Epstein, là on voit qu'il a déplacé Ghislaine Maxwell dans une prison. Avant, elle était dans une prison de haute sécurité. Et là, on l'a mis dans un endroit qui est un peu plus Club Med, apparemment, hein. En tout cas, j'y suis pas allé. J'ai pas envie d'y aller, mais il est probable que ça soit beaucoup plus facile dans cette autre prison. Peut-être que c'est plus facile de se suicider aussi, on verra. Mais voilà, il y a des... P. Diddy, on a vu où ça va mener. Et il y aura peut-être une grâce sur les deux. On parle de grâce sur Maxwell et P. Diddy. Si jamais il fait ça, il va réellement perdre la grosse base MAGA qu'il avait depuis le départ. Du coup, il y a un vrai risque, je pense, pour les mid-terms, que les républicains n'aient pas les mid-terms, ou en tout cas que ça se divise à ce niveau-là, que ça commence à se placer pour les élections de 2028. Et que du coup, alors là, je pousse vraiment l'idée loin, mais il y a un petit souci avec le plafond de la dette également, hein, qu'à un moment donné, les démocrates lui disent, écoute, surtout qu'il a un petit peu embêté les démocrates à ce moment-là, enfin les républicains ont un petit peu embêté les démocrates quand il fallait relever le plafond de la dette. Pour ceux qui comprennent rien, renseignez-vous sur l'économie, essayez de regarder un petit peu comment ça fonctionne aux États-Unis, parce que je ne vais pas leur expliquer à chaque fois, mais en gros, les États-Unis disent à chaque fois, on a atteint le plafond de la dette, c'est-à-dire on n'a pas le droit de dépenser plus, ce qui peut mettre les États-Unis en shutdown, c'est-à-dire on ne peut pas payer tous les fonctionnaires, on peut payer personne. En shutdown, ça veut dire, comme on ne peut pas les payer, en fait, les administrations ferment, tout ferme. C'est déjà arrivé plein de fois par le passé, mais là,
voilà, il y a ce côté un peu... En plus, on le voit en ce moment avec DC, je trouve, avec Washington. Il y a ce côté un petit peu tendu et qui pourrait éventuellement déclencher soit une grosse récession ou un gros shutdown beaucoup plus long que ce qu'on a déjà vu par le passé en novembre 2026, donc fin 2026, soit des tensions plus internes, c'est-à-dire des potentiels replis de l'armée, voilà, état de guerre, guerre civile aux États-Unis, ce genre de choses n'est pas exclu, parce qu'il y a des gros clivages en ce moment. Et donc voilà, je pense que si Trump peut faire des conneries, il les fera peut-être pas à l'international, parce qu'il y comprend pas grand-chose, donc du coup, il est plutôt bien conseillé dans ce cadre-là. Enfin, c'est mon avis, mais voilà. Il dit beaucoup de conneries à l'international, mais il en fait pas énormément. Et à l'interne, par contre, il se sent un peu peut-être trop tout puissant et ça pourrait être un petit peu dangereux. Ça reste que mon avis. On verra si ça se met en place. Maintenant, voilà, je dis attention aux élections mi-terme et attention à la deuxième moitié de l'année 2026 et même un petit peu à la première. Je pense que la fin de l'année ici jusqu'à fin 2025 va être excellente, vraiment excellente. Les 3 premiers mois de 2026, je pense que ça ira et je dis attention au deuxième trimestre 2026, mais on verra encore une fois. Et encore une fois, les mi-termes ne sont qu'en novembre. Mais voilà, il pourrait y avoir une détérioration qui se passe à ce moment-là. L'Inde qui va acheter 114 Rafales, c'est une très bonne chose pour la France. C'est un très bon avion. Et c'est une très bonne chose d'une certaine manière que les F-35 et autres avions soient un petit peu plus boudés par le reste du monde. Ça va être de plus en plus le cas. Et ici, Modi, c'est aussi un pied de nez aux Américains. Puisqu'il leur dit, ok, tu veux essayer de m'enfler avec 50% de taxes. Il y a eu l'annulation de F-35, et justement, il y avait d'autres choses qui étaient prévues de ce côté-là. L'Inde se tourne vers la France. Bon, la France n'est qu'une pâle copie, en tout cas au niveau politique, de l'expression de la volonté américaine. En tout cas, je le pense pour le moment, et l'Europe, c'est un petit peu la même chose. Mais voilà, peut-être qu'un jour, au moins, en tout cas, nous, on vend des F-35 qui ne sont pas nécessairement très détériorés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les éteindre à distance, et on ne peut pas... ils ne sont pas vendus avec une vitesse de pointe qui est moins bonne que celle des F-35 américains. Théoriquement, le Rafale n'est pas détérioré. Théoriquement, après, j'espère qu'il y a quand même des garde-fous, ou pas. Voilà, c'est ce qui fait aussi une bonne entreprise. Dassault, peut-être, par exemple, dirait, non, nous, on ne détériore rien du tout. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a ni garde-fou, ni détérioration de ce qui est vendu aux étrangers, ce qui est une forme de respect à la fois du client, et puis également, bien sûr, bref, voilà, vous comprenez. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, vous abonner si le contenu vous plaît, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord. Je le dis pas souvent, mais il y a un Discord, il est assez peu actif en ce moment, mais c'est pas trop un problème. Il y a des choses qui vont revenir, je pense, prochainement. Et également, allez voir dans la description de la vidéo et allez voir dans la bio sur X, donc Twitter, qu'est-ce qu'il pourrait éventuellement se tramer d'un côté ou de l'autre, mais également les plateformes sur lesquelles vous pouvez vous affilier si jamais vous avez dans l'intention d'ouvrir un compte, par exemple sur Bluffin. Je rentre Bybit là, j'ai toujours pas, je suis un peu une feignasse, donc j'ai toujours pas mis le lien, etc. Mais je rentre Bybit là en ce moment. On avait Bybit avant, mais on l'avait perdu au moment où il avait été interdit aux Français. Qcoin qui sera peut-être probablement interdit aux Français bientôt, mais c'est pas grave. Mexci. Donc je rappelle, quand on dit interdit aux Français, ça veut pas dire que c'est totalement interdit. Enfin, en tout cas pour Bybit, ils avaient vraiment fermé eux de leur plein gré les services aux Français. Donc pour le coup, il fallait retirer votre argent. Vous aviez été prévenu avant et tout, etc. Je pense que Qcoin, c'est plus des listes noires, des choses comme ça. Donc avec a priori un VPN, ça devrait passer. Zelensky, oui, là il y a des problèmes en ce moment un petit peu. Alors j'ai vu 2 infos, pour le coup j'ai retweeté que celle-là. Là c'est Tucker Carlson. C'est totalement, on va dire, trumpien et totalement. Mais par contre, ça reste dans la sphère. Dans la sphère américaine, je dirais pas complotiste parce que c'est pas du tout le mot. Parce qu'aujourd'hui, être complotiste, ça veut tout et rien dire à la fois. Mais on va dire dans la sphère globale de journalisme indépendant, on va parler de ça comme ça. C'est quand même un des meilleurs. Et il nous dit que Zelensky met fin pour parler de paix et demande 250 milliards à l'Ouest. J'ai vu autre chose, comme quoi il partait à Berlin et que quand il va y avoir des négociations entre Poutine et Trump, le jour même, il y aura une visio avec Trump. Donc, comme ça, vous avez les deux côtés. Du côté Tucker Carlson, on dit Zelensky refuse tout traité de peace
de paix et en plus un traité de peace, tiens, un traité de paix et également qu'il de l'autre côté, accepte de discuter, en tout cas pendant la réunion, il va parler en visio avec Trump, hein, pas directement avec Poutine. De toute façon, Zelensky ne voudra pas parler avec Poutine et Poutine ne voudra pas parler avec Zelensky. C'est impossible que ces deux-là soient assis à la même table pour des raisons personnelles, mais pas que, pour des raisons pour ne pas perdre la face, d'accord. Le moment où l'un va s'asseoir à la table avec l'autre n'est absolument pas dans le scope, en tout cas, je pense pas que ça soit le cas, voilà. Le secrétaire du Trésor Scott Bessent qui appelle la Fed à baisser ses taux de 50 points en septembre. C'est probablement ce qui va se passer, 25 ou 50, c'est un petit peu la question que se pose le marché. Pour le moment, on est plutôt sur 25. À voir parce qu'il y a encore il va y avoir un reading en data, c'est-à-dire qu'il va y avoir la data du CPI et du job market, du marché de l'emploi, du labor market pour donc le rapport NFP pour le mois d'août, donc ça va sortir entre temps et je pense que c'est ça qui va déterminer si on aura 25 ou 50, mais a priori on aura très certainement une baisse des taux. Ça arrange Bessent si les taux diminuent, puisque Bessent c'est secrétaire du Trésor, donc c'est lui qui doit refinancer la dette, refinancer les bons du Trésor. À chaque fois que les États-Unis ont plus de thunes et qu'il a besoin de refinancer les bons du Trésor, il le fait à des taux très importants, puisque les taux de base, on va dire, les taux de refinancement du jour au lendemain sont eux conditionnés par la Fed, mais ces taux-là ont quand même une certaine forme d'influence sur les bons du Trésor à 10 ans, par exemple. Donc voilà, en ce moment, on a des taux à 10 ans qui sont très hauts, tout simplement parce que la dette américaine est très haute, et ça revient un petit peu aussi à ce que je disais par rapport aux élections midterm, etc., en 2026, et toutes ces choses-là. Le service de la dette commence à être très activement plomber, ne pas suivre en fait la productivité américaine. Et il faut bien comprendre que contracter une bonne dette, c'est contracter une dette qui certes vous pouvez payer par exemple pendant 50 ans, mais qui va déclencher de la productivité derrière. Je prends un exemple, typiquement, De Gaulle qui déclenche des énormes dettes pour construire les autoroutes et construire les centrales nucléaires. Alors les autoroutes, on les aura payées 4 fois à la fin, mais ça c'est autre chose, c'est un autre problème, ça tient pas nécessairement à De Gaulle d'ailleurs, mais voilà, parce que ça tient à ce qu'on les a nationalisés, reprivatisés, renationalisés, ensuite on a fait des concessions sur lesquelles les mecs pourraient payer 10 fois les autoroutes une nouvelle fois, mais à la fin on les aura payées 4, 5, 6 fois, il n'y a pas de souci avec ça, on s'est vraiment fait enfler là-dessus. Et par ailleurs d'ailleurs, si on regarde, Vinci appartient désormais au fonds de pension américain, d'une certaine manière, donc on engraisse en fait les retraités américains avec des cornets de glace qu'on a payés en prenant l'autoroute actuellement. C'est quand vous payez au péage, ça fait un petit bip au télépéage, c'est $1, mais actuellement vous engraissez, vous filez des burgers aux retraités américains dans leur magnifique maison de Floride, des doigts de pied en éventail, et qui boivent un mojito à votre santé grâce à leur 401 de retraite par accumulation, chose que nous on n'a pas été foutu de faire depuis déjà un bon moment. Google, c'est-à-dire puissance financière américaine incroyable, tout simplement parce que retraite par accumulation, alors que nous on a une retraite par répartition, je le rappelle, c'est-à-dire des gens qui travaillent pas et peu aujourd'hui, qui sont censés payer des retraites à des gens qui ont encore moins travaillé, les boomers, faut voir que bon, vous avez quand même, alors je mets ça entre parenthèses bien sûr, ou entre guillemets, mais vous aviez le droit de contracter de la dette quand vous étiez un boomer, vous aviez une super croissance, donc on n'a pas trop compris à la fin pourquoi les boomers ont réussi à contracter autant de dettes alors qu'ils avaient une super croissance, ça il faudra m'expliquer. Alors il y a 2 ou 3 trucs qui correspondent bien sûr, encore une fois, à des dettes stratégiques, celles dont je vous parlais tout à l'heure, mais bon, il y en a quand même après la plupart derrière, notamment c'est à partir de Sarkozy en fait, que la dette elle explose complètement. 2008. Et là, c'est un petit peu pareil. On peut dire que la France a payé les écarts américains, d'une certaine manière, qui se sont très bien repris derrière. Mais sur la crise des subprimes, il y a quand même un moment où il suffit de regarder l'action Société Générale pour comprendre que c'est ce genre d'actions qui ont le plus impacté. Au niveau de la crise de 2 minutes, mais pas que, vous regardez aussi comment se comportait l'économie du Portugal à l'époque. Comment s'est comportée l'économie de la Grèce, pour simplement comprendre que ce sont eux qui ont payé les écarts américains des subprimes, donc du coup contracter une dette américaine, plutôt prendre de la dette merdique et là en faire des packages qu'on notait A++ à l'époque.
en disant mais vous inquiétez pas, ça c'est hyper sûr, alors qu'en fait c'était vraiment de la dette merdique et c'était principalement des investissements à levier sur des maisons extrêmement chères vendues à des gens qui n'en avaient pas les moyens. Donc dès que les taux ont réaugmenté, ces gens-là n'ont plus été capables de payer. Les Google Search pour Ethereum qui sont au plus haut depuis 2021, c'est normal, ça va être le prix. En tout cas, jusque-là, ça n'a rien d'incroyable. Par contre, ça veut dire aussi également que les retails arrivent sur Ethereum. Donc c'est là que je vous dis aussi qu'il va falloir être question de commencer à distribuer un petit peu l'histoire. Encore une fois, pour moi, ça commence à 5003. Maintenant, en espérant que ça arrive jusque-là. EDF qui va céder sa filiale cloud et blockchain à Mara, donc Marathon Digital, géant américain du minage de Bitcoin. Pour moi, la nouvelle, c'était qu'EDF avait une filière cloud et blockchain, et donc des data centers, visiblement, probablement, et une volonté, en tout cas, peut-être d'utiliser les surplus pour miner du Bitcoin. Je pense que c'est ça l'idée à la base. Et bien, voilà, dorénavant, en tout cas, si c'est vendu à Mara, il est possible que les contrats aillent avec, hein. C'est-à-dire que si jamais on mine du Bitcoin, alors j'ai pas les tenants et les aboutissants, d'accord, de cet article, mais si c'est le cas, on va se retrouver finalement avec des surplus minés sur EDF, donc de l'énergie que vous payez, et cette énergie-là va probablement être rémunéré par Mara, mais bon, à des choix, même s'ils achètent la boîte dans son ensemble, on pense effectivement que les choix stratégiques seront différents. Donc vous paierez votre électricité et Mara pourra miner du Bitcoin par-dessus. Donc acheter du Mara pour le coup plutôt que d'acheter du EDF, ou en tout cas, je sais pas comment expliquer ça, mais bon, c'est pareil, ça reste quelque chose de stratégique qui est probablement vendu aux Américains. J'ai pas les tenants et les aboutissants, hein. Encore une fois, je suis pas rentré dans le sujet à fond, mais bon, ça ressemble quand même un petit peu à ça. Mais en tout cas, oui, la grande nouvelle, c'est que EDF avait une filière cloud et blockchain, on n'en avait pas entendu parler jusque-là. N'hésitez pas à venir vous abonner sur le Twitter, encore une fois, je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui opère des enfants ayant des problèmes, des cardiopathies à la naissance, malformation du cœur, pour qu'ils se sentent mieux, qu'ils aient une meilleure espérance de vie. Ça se fait en France, on les ramène par avion grâce à Aviation Sans Frontières. Ils sont opérés dans des cliniques, des hôpitaux français par bien sûr des pontes, hein, des cardiochirurgiens qui sont des personnes extrêmement douées et accueillis par des familles d'accueil, d'accord. Ici, bon, Ukraine, on dit que c'est un petit peu la merde du côté de l'armée, c'est pas nouveau. Ether, une baleine qui vend 88 millions en 24 heures. Solana qui reprend les 200$ alors que il commence à y avoir une rotation. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut qu'on fasse Solana. Je l'ai oublié. Ether qui qui est assez proche de son ATH. Là, ça commence à s'enflammer, hein, bien sûr. Alors, c'est à ce moment-là qu'on crie au loup, hein. Enfin, ou en tout cas qu'on dit oui, c'est génial, Ethereum, c'est super. C'est encore une fois ce genre de saison où tout le monde va te dire, je te l'avais dit, tu vois. Voilà. Moi, je l'ai dit beaucoup et je me suis beaucoup trompé, hein. C'est-à-dire, je l'ai dit trop tôt que Ether allait surperformer. Maintenant, bon, le pari a été gagnant au final. Mais tout ça pour dire que Standard Chattered, ils ont annoncé des targets, mais en veux-tu, en voilà, dans tous les sens. C'est des girouettes. Pour moi, c'est comme Arthur Eyes. C'est comme, c'est des gens qui ils vont 50 000 fois appeler à des targets différentes. Et ce qui, en soi, n'est pas un souci. C'est juste que la presse le reprend à chaque fois. Voilà. Tencent qui voit ses revenus jumper de 15% pour des très bons investissements dans l'intelligence artificielle. Effectivement, ils ont mis fort. Eux et Huawei, c'est les semi-conducteurs, etc. C'est toutes ces choses-là. Tencent, c'est une très 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 grosse boîte chinoise. Un reset économique qui serait sur son chemin, entre guillemets, et qui pourrait emmener le S&P 500 vers 7500 points au prochain spring, donc vers mars. Je dis pourquoi pas. Moi j'ai une target de 7003 sur le S&P. À part cela, j'en aurais pu, mais quasiment vraiment plus du tout. À part des trucs, je vais garder un peu de Tesla, des trucs comme ça, mais sinon en termes de ETF S&P, j'ai déjà beaucoup vendu sur la montée et je vais continuer à vendre. Pour le coup, c'est aussi un moyen pour moi de
c'est un moyen pour moi de pas non plus être trop exposé déjà vis-à-vis de Bitcoin et vis-à-vis, je suis pas mal exposé à un peu la tech US et tout, etc. Aujourd'hui, je trouve que rentrer sur le S&P, c'est rentrer sur les Max 7, en tout cas en grande partie, hein, c'est pour beaucoup de la tech en fait finalement. Et donc du coup voilà, à n'avoir que de la tech, ça ne m'intéresse pas plus que ça. N'avoir que de l'américain, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et on a vu que Bitcoin était quand même vachement corrélé aux US. Donc voilà, pour le coup, un petit peu, je préfère sortir de ça que de sortir de la crypto. En tout cas, je sors de la crypto également, hein. Petit à petit, je suis en train de dégager de la crypto vers le haut. J'ai vendu par exemple un peu de Ripple dernièrement. J'avais déjà vendu les 2 dollars, j'en ai revendu encore un petit peu ici sur les 3 dollars et quelques. Voilà, je suis plutôt positionné, moi, dans une démarche de me positionner à la vente que à l'achat. En tout cas, sur les coins un petit peu gros, je suis rentré sur des toutes petites capes, mais quasiment en pre-sale. Pour le coup, ça permettra de faire une culbute si on a une affaire. Je suis rentré sur Avax assez fort également, mais sans comparaison aucune avec ce que j'ai en Solana, XRP, Ether et Bitcoin, qui correspondent à la plupart de mon portefeuille, hein. Je pense que les 4 cumulés, c'est quasiment, je dirais que c'est 90%, mais je suis pas sûr. En tout cas, c'est une grosse part, peut-être 85. Je regarde, hein. Du coup, 66, 76, 81, 81, 86%. 86% de mon portefeuille est composé par les 4 coins dont je viens vous parler. Aussi par rapport à leur performance passée, il n'y a pas de souci avec ça. C'est ça qui fait qu'actuellement on en est là. Mais donc du coup, voilà, je suis quand même plutôt positionné petite et grosse cap, grosse et mastodonte en ce moment. 253 millions de liquidés en short sur Ether. Vous voyez que c'est ça qui amène la moitié des liquidations du moment. Ne serait-ce que les shorts sur Ethereum représentent 50% de tout ce qui s'est fait. Donc il y avait de l'oseille à prendre sur les shorts Ethereum. On est venu distribuer assez fort. Et Bitcoin qui est plutôt moumou en ce moment. Donc Ether qui correspond à la majeure partie de l'open interest, alors que Bitcoin reste à 40 millions en short et 12 millions, ce qui reste honorable, mais dans le demi-milliard qui a été liquidé hier, il faut comprendre qu'il y a un quart de milliard qui correspond non pas que à Ethereum, mais à des shorts sur Ethereum. Ici, ce point-là a été pris, donc on peut l'enlever. J'ai le sentiment qu'on a une structure qui monte, un funding qui monte, sauf pendant ce moment-là. Donc on peut rajouter peut-être un tout petit point ici. D'accord. En termes de divergence, vous voyez que là, le prix descend, le funding augmente. Ça veut dire qu'il y a du long qui rentre. Je n'ai pas une énorme augmentation de l'open interest pendant ce temps-là. Ça se fait plutôt après. Voilà, et après, ça reste normal. Donc, on peut sauver ça. Désormais, 119 000 est peut-être un endroit à prendre. Et puis, 116 en été. Quand je regarde là une semaine, petit à petit, la liquidité, elle se décale. Je l'ai regardé tout à l'heure. Hop. Petit à petit, j'ai une liquidité qui se décale au sens où auparavant on était plutôt à 112, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques jours glissants. Et là, désormais, petit à petit, elle se décale un peu plus haut et plutôt à 115. C'est ce qui me fait penser si on corrigeait, venir décaler à 115, et là vous voyez que c'est même un peu chargé jusqu'à 114 000, serait intéressant. Mais vous voyez également qu'on est sur Bitcoin, en tout cas un petit peu shorté sur le dessus. Donc pour le coup, 124 est également dans le scope sur la une semaine qui est celle qu'on regarde le plus parce que c'est la liquidité qui est à la fois nombreuse, 7 jours, et fraîche, 7 jours. Donc c'est pour le coup ici extrêmement intéressant. Et 4002 sur Ethereum serait l'endroit où on corrigerait si jamais il fallait corriger fort. Pour le moment, vous voyez que c'est quasi un mouvement qui est drivé par le spot, on a l'impression sur Ether. On va vite faire regarder où en est le funding. Désolé, c'est pas d'actualité au niveau de la chart, mais c'est pas la question. C'est vraiment juste pour voir où on est le funding sur Binance. C'est 0,02, beaucoup d'open interest qui est rentré depuis les 3600 $. Beaucoup de monde. Je voudrais juste vite fait faire une petite analyse en 12 heures. Hop. Ne regardez pas ici, ça n'a pas été nettoyé comme il fallait. Pas trop un souci, mais voilà, on pourrait tous les enlever. Mais... bon, on s'en fout, c'est pas grave. Ici, short squeezé ces 2 points-là. On est venu chercher ici en bas. Très belle ETE. Support ici. C'était magnifique. Et qu'est-ce que je voulais dire sinon? Oui, d'accord. Où est-ce qu'on en est? Vous voyez que l'open interest suit très bien le prix. Mais on n'a pas un funding qui part en sucette, comme c'était le cas ici
quand on était en mars 2024. Founding n'est pas encore au 0,09, il est très bas, il est au 0,02. Par contre, en open interest, on s'est enflammé. Ça veut dire qu'il y a du short et du long, en haut et en bas et en haut. Et par contre, c'est incroyable comment les spreads sont en train de se creuser. Alors j'ai... Ah, pardon, les spreads, ne les regardez pas. Ok, eh bien, voilà l'idée. On va vite fait faire un tour sur Solana, puisqu'on l'avait un peu promis. Désolé, c'est une vidéo qui va être relativement longue. Et on fera pas de scénario privilégié sur BTC, parce que ça reste le même, celui que je vous ai dit en début de vidéo, je pense. Soit on corrige à 115, soit on continue en tenant le momentum du moment. Et on a dit Solana, je vais trouver une charte intéressante. Alors, Solana, j'ai un peu préparé le truc quand même, hein, vite fait. Solana, globalement, pour moi, qu'est-ce qu'il se passe? Bon, bah déjà, on a eu, pendant assez longtemps, hein, maintenant quand même, ce petit range ici, avec sa petite déviation en dessous, sa petite déviation au-dessus. En tout cas, je sais pas si vous les voyez, mais pour moi, ça reste assez flag. Est-ce qu'on est en train d'en sortir ou pas? On ne sait pas. Pour le moment, on ne sait pas si on va réellement passer cette résistance-là, et surtout l'ancienne ATH. Enfin, on a refait un ATH ici, mais vous comprenez ici qu'il y a un truc en weekly qui empêche le prix, c'est pour ça que je me suis mis en weekly, qui empêche le prix de passer. Ici, ça a distribué fort, ici, ça a distribué fort, et on va dire que même si le truc avait pris sa source ici, en tout cas là, ça a distribué fort aussi. Donc il y a des gens qui sont extrêmement demandeurs de distribuer du Solana entre 200 et 290 $, et peu de gens qui sont extrêmement demandeurs d'en acheter sur ces zones-là. Maintenant, sur Solana, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir plusieurs choses. En termes de structure, bon, bah, il y a cette jolie séance. Si jamais on arrive à passer finalement cette résistance, ça va être très propre. Et pour moi, je la mettrai en weekly. C'est-à-dire que je regarderai la résistance comme ça. C'est très propre pour faire quoi? Pour réitérer en fait un swing, hein, c'est-à-dire la figure entière ici, reportée à son point de cassure qui nous emmènerait quelque part par là, et sur une target de 6135 $. On ira voir après si ces targets sont réalistes ou pas. Pour le moment, on fait tous les trucs de structure. Donc ça, c'est la target ultime, hein, on va dire, qui à partir du point actuel donnerait un x35. Comprenez qu'en market cap, on va aller voir après, c'est quand même des zones qui sont extrêmement... pour rien vous cacher, en fait, faisons le lien déjà tout de suite maintenant. Si Solana avait la market cap de Bitcoin, ce qui n'est pas impossible, hein, mais ça veut dire que tout est crypto à ce moment-là, hein, on n'a aucun problème avec ça, et que Solana a très largement dépassé ce que pouvait donner Ethereum ou autre. Si Solana avait la market cap de Bitcoin, il serait à peu près à inflation actuelle, il serait à 4400 $. Donc x22 pardon, par rapport à maintenant. Oui, il est à 200 $, autant pour moi. J'ai dit x10 parce que je le voyais déjà à 450 $. Donc du coup, bah voilà. Et puis si Solana avait la market cap de Ethereum, il serait à 1000 $. D'accord? Donc déjà, vous comprenez un peu que ces objectifs de market cap sont extrêmement optimistes. D'accord, hein? Il faut à un moment donné aussi rester pragmatique. Mais ça, on va dire, c'est la target ultime. À la fin de la fin, au moment où vous allez payer votre baguette 1000 $, bah, il est possible que pour un Solana, vous ayez cette baguette. Voilà. En tout cas, je ne souhaite pas qu'on aille dans ces endroits-là. Donc, ta séance, mais bon, voilà. Ensuite, on prend également... là c'est Binance, donc c'est au moment du listing sur Binance, donc c'est vraiment le moment où ça pousse forcément. Mais on prend déjà tout ce mouvement-là, on le rebouge ici, ça nous donne une target de 3-4 000, et on prend tout ce mouvement-là en admettant qu'on sorte ici de la consolidation qui est celle-ci, et ça nous emmène ici. Attention à cette charte aussi, qui certes est une épaule tête-épaule, et on en a vu, mais on en a vu aussi ne pas casser, c'est-à-dire pour le coup nous donner un top, et soit une flat par exemple, tu vois, pour après revenir plus haut, soit autre chose, mais en tout cas... Attention quand même, la cassure n'est pas encore faite, hein, d'accord? Donc les targets que j'annonce ne sont que théoriques à ce stade, mais voilà un petit peu comment je vois la structure. Soit flat, donc on dégage à 10 $, et 10 $ sera un très bon support à ce moment-là pour racheter. Et personnellement, j'ai acheté la plupart de mes Solana sous les 10 $, et lors de cette correction-là, et je vous avoue que ce move, j'en suis extrêmement content, hein, puisqu'on est sur un x25 désormais à partir de là. J'ai déjà pris mes profits sur la montée. Ici, la structure de retournement, elle était ici, épaule, tête, épaule inversée, juste en bas. On a déjà touché les targets. Et j'ai donc, du coup, bien sûr, sorti une partie de mes profits à ce moment-là. Maintenant, quand vous êtes en x20, x25 sur un projet, il ne faut surtout pas hésiter à vous rembourser, vous reprendre du profit. C'est comme ça que vous allez avoir une démarche professionnelle, hein, tout simplement. Voilà un peu l'idée, les targets, etc. Vous avez compris ici qu'en termes de market cap, c'est extrêmement...
si, entre guillemets, Solana va à 6 000 $, bon, ça veut dire que Bitcoin est au million, je pense, pour le coup. Ce qui n'est pas impossible, mais ça correspondrait à une hyper-bitcoinisation du monde que je vois pas arriver déjà dans un premier temps. Pour le moment, il y a une volonté politique, etc. Non, non, ceci, cela, c'est bien. Voilà. Mais en tout cas, le fait de casser 246 $ en weekly, 240,79 exactement, 240 $ et rester une semaine au-dessus sera un signe très fort et très puissant que Solana peut aller dans un premier temps à 400. Allez, pourquoi pas à 900, ça c'était mes deux objectifs sur la route, j'ai oublié d'en parler. 400, 900, 3005, 6006. Voilà un petit peu tous les objectifs sur lesquels je me verrai sur la montée. Là, il faudra comprendre qu'il m'en restera, si on va dans ces eaux-là, il m'en restera pas grand-chose, d'accord. Pour le moment, Solana représente 6% de mon capital à peu près, un peu moins. Donc, j'en ai vendu déjà, bien sûr. Et donc, du coup, voilà, vous avez au moins comme ça, vous avez un peu l'idée de à quel point je suis exposé dessus. Voilà, on va pas rentrer dans le détail du weekly, etc. Le risque ici, c'est quoi? C'est que ça soit correctif. Je parle ici pour le court terme. Ça soit correctif. Et que ça fasse A, B et C comme ceci, d'accord? Donc là, à ce moment-là, ça sera 70 $ qu'il faudra payer. Si on fait ça, vous voyez qu'il y a une belle épaule tête épaule ici qui se met comme ça, avec si ce support est perdu, qui pourrait nous emmener un tout petit peu plus bas. Donc celui qui n'est pas exposé sur Solana, mais qui veut absolument l'être, mais qui veut rester hyper réaliste, etc., et qui veut le faire sur les bonnes zones, bah, je dirais que c'est entre 43 et 10 $, d'accord? C'est un peu plus, plutôt 55 ici. Donc il y aurait un truc à payer à 118, un truc à payer à 81 et un truc à payer à 55, ok? Voilà un peu l'idée. Et puis les 10 $, bien évidemment, qui sera un no-brainer pour y retourner si jamais on y va. Derrière, sur la DeFi, puisque je vous ai préparé un peu le truc, je suis un mec sympa. Sur la DeFi, bon, bah, Solana représente 7% du marché. Bon, il y a des trucs un peu... on voit aussi que, d'une certaine manière, cette proportion du marché, elle était assez importante dans cette zone-là. Je ne sais pas si vous voyez, Solana, c'est le... Je ne sais pas si on peut en enlever. Non, non, on peut pas. Non. Non, on peut pas garder que Solana, mais c'est pas grave. Vous voyez ici que par rapport à la part du marché, j'essaie de le highlighter que lui. Ce serait bien que j'y arrive. Voilà. Ben, on a eu quelque chose qui est resté à peu près dans les 7-8% et qui s'est un petit peu rétréci depuis. Là, je rappelle, ici nous met 7,92 sur la totalité des 100%. Je sais pas pourquoi je suis pas... Ah, voilà. Ah, j'avais pas la suite, c'est ça? C'est vraiment foireux, cette histoire. Ouais, bon voilà, 7,92, vous voyez un peu l'idée. On est parti de pas grand-chose pour finalement quand même prendre de la DeFi et de la TVL, donc la Total Value Lock sur Solana. Maintenant, vous voyez que c'est Camino, Jito, Radium, Orca. Certains offrent des très très bons rendements. Certains sont des pumps, tu vois, des choses, des machines à pump un peu, et des machines à DEX, comment dire, des DEX sur Solana, sur lesquels, vous le voyez ici, PumpSwap, Radium, Orca, toutes ces choses-là, vous les voyez ici, c'est un petit peu quand même la fabrique du shitcoin. Maintenant, bon, bah, tant mieux pour ceux qui ont envie de rentrer là-dessus, il y a aucun problème, j'ai vraiment aucun souci avec ça. Pour certains, même certains le font très bien, c'est pas du tout du casino, c'est quelque chose qui pour le coup est fait d'une très belle manière, très bien fait. Voilà, en tout cas si vous savez comment dire, rentrer sur ces choses-là et avoir les outils pour checker justement quels sont les coins qui prennent une hype, etc. Voilà, moi j'aime bien quand même, voilà, ne pas avoir des trucs qui risquent d'aller à zéro. J'aime bien quand même être sur d'autres choses, mais encore une fois, voilà, on a quand même ce cas d'utilité sur Solana qui est énorme, qui est les shitcoins et les hypecoins et les coins de célébrité et toutes ces choses-là. Et on a quand même un petit peu de TVL, à savoir 8% du marché dans sa totalité. La blockchain est de moins en moins malade, en tout cas on a de moins en moins cette info qu'elle est down. Il y a un moment donné où c'était carrément Solana is more lay down than your girlfriend, il est plus couché, lay down, ce qui veut dire ne marche pas, quoi, shut down, quoi, complètement à l'ouest, donc parce qu'il y a eu plusieurs fois où il y avait des heures et des heures où Solana ne marchait pas.
pour le coup, en ce moment, je trouve qu'ils ont un bon compromis entre la vitesse de transaction et le fait que la blockchain ne soit pas non plus en train de surchauffer. Attention à un intérêt global grandissant à chaque fois que Solana présente un intérêt énorme. Eh bien, c'est là que les problèmes se posent. C'est-à-dire quand vous avez énormément de monde dessus, ben, la congestion, elle se passe un peu dans ces moments-là. Voilà en tout cas dans mon analyse sur Solana, c'est déjà une grosse market cap, je trouve, par rapport à ce qu'elle représente en TVL. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que ce qui est à la fois très prometteur, hein, il faut rappeler que Bitcoin, à un moment donné, Bitcoin était utilisé par les joueurs de poker au moment où il y a eu une interdiction du gambling en ligne aux États-Unis, un peu comme la prohibition a boosté l'alcool. Encore, c'est un mauvais, plutôt. Oui, disons que la prohibition a donné des cas d'usage plus au cash et d'une certaine manière à certaines organisations comme la mafia qui ont pu devenir derrière des organisations politiques et des organisations beaucoup plus importantes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, Bitcoin a été aussi principalement du Silk Road et principalement du poker. C'est pour ça qu'énormément de joueurs de poker sont devenus des baleines derrière. Déjà, un joueur de poker, il a le mindset pour trader Bitcoin, en tout cas au moins à ses débuts. Mais pas que. Il avait aussi cette chance à un moment donné d'être extrêmement exposé, en tout cas s'il était américain, extrêmement exposé au Bitcoin, puisque pour beaucoup, le gambling se faisait littéralement en Bitcoin, en tout cas au tout début de cette histoire. Ce qui explique que le fond du fond des gars qui sont dans Bitcoin depuis très longtemps, c'est soit des cypherpunks, effectivement, soit des nerds, effectivement, soit des gamblers, effectivement, soit des drogués. Mais d'une certaine manière, tout ce côté extrêmement hétéroclite de qui est rentré sur Bitcoin vraiment dès le départ est excessivement intéressant à voir, au sens où les tout premiers adopteurs étaient effectivement des fous, entre guillemets. Je mets un grand guillemet sur fou. En fait, je commence à faire de plus en plus. C'est peut-être mon côté télévisuel pour le coup, mais je déteste quand les gens font ça en plus. Et pour le coup, je le fais de plus en plus. Entre guillemets, des fous. Donc voilà. Donc, risque à court terme, que ça soit correctif. Il faut tenir une accélération du momentum ou le momentum initial. Sous-entendu, quelque chose comme ça. Que ça soit pas perdu. Et il faut que ça casse en weekly, $240. Voilà les deux ou trois critères qui, je pense, peuvent être intéressants. Nul doute, en tout cas, il est possible derrière que si on passe $240, ensuite ça devienne un support également. Donc pour le coup, quand je vous ai donné les entrées à 112, 82, 52 et $10, enfin légèrement au-dessus, comprenez bien que on aura peu de chances de voir ça si on casse 242, d'accord? Tout dépendra également de la santé du marché crypto dans son ensemble, ce qui, je l'espère, va bien se tenir également. On peut voir également un petit truc de ce côté-là, pour ceux qui aiment bien les trends. Moi, j'aime bien les trends. Voilà. Vous l'avez ou pas? Voilà, donc ça, il faut le tenir. Ok, si on le tient, c'est bien. Si on le tient pas, c'est mal. Voilà, ici il y avait une belle entrée là ici sur les $100. Je pense qu'on en avait parlé d'ailleurs. Trend plus point d'entrée. Et puis voilà, hein, pourvu que ça se passe bien, pourvu qu'on ne perde pas ce qu'on est en train d'avoir là pour le moment sur Solana, c'est-à-dire ce côté post-Ethereum de rotation des taux, d'accord. Il faut bien comprendre qu'à un moment donné, Ethereum va fonctionner, puis ensuite ça va être Solana, puis ensuite ça va être, je sais pas, peut-être Ripple qui va refonctionner un peu, encore les deux sont très hauts, hein, Solana et Ripple sont très très hauts, je verrais plus moi des choses comme Avax ou ce genre de choses bien poussées. Je trouve que c'est des choses qui sont probablement déjà en train d'être dans la distribution pour les gens qui étaient là-dedans depuis très longtemps, hein, j'entends. Ce qui me fait me dire, moi, parce que j'ai eu un très bon point d'entrée sur Solana et un très bon point d'entrée sur Ripple, puisque j'ai vraiment mis lourd sur les bottoms pour le coup. Donc moi j'ai peut-être aussi un biais, c'est-à-dire comme je suis en train de le distribuer, j'ai peut-être l'impression que tout le monde le fait. Encore une fois, c'est tout à fait possible. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un petit peu plus longue, mais on a fait un joli temps sur Solana à la fin. Encore une fois, si
Si ça a du sens, voilà, me demandez pas de faire, je sais pas, Final Boss Ibiza ou ce genre de choses, mais si ça a du sens et que je l'ai pas fait depuis longtemps, je suis tout à fait à même. On a fait un peu les layers 2 Ethereum dernièrement. On a fait voilà pas mal de choses. Il y a des jolis layer 1 aussi qui ont morflé dernièrement, donc qui pour le coup sont peut-être dans des zones assez accumulées et intéressantes. On m'a parlé de NIR il y a pas longtemps dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à commenter des trucs et puis éventuellement si c'est intéressant, on le fera ensemble. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour. Tiens, avez-vous déjà été attaqué en justice? Ça m'est arrivé, j'ai reçu il n'y a pas longtemps une convocation au tribunal de la part d'un architecte qui a travaillé sur la réno de ma maison et qui finalement a pas fait le boulot, quoi. Donc du coup, je ne l'ai pas payé entièrement. Et il m'assigne au tribunal, donc je vais aller défendre mon cas en disant bah regardez, en fait le boulot n'a pas été fait en vrai, donc du coup au bout d'un moment qu'est-ce qu'il me restait à faire, bah, à pas payer ce qui devait rester à payer puisque le travail n'a pas été fait et qu'il n'a jamais été fait en l'occurrence. Donc voilà, petit séjour au tribunal de proximité ici en l'occurrence, histoire de s'amuser un petit peu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.